cette loi, je découvre cette loi en 2022, je me dis bon, mais j'y vais en fait. Parce que avant, quand mon père était vivant, c'était comme si c'était lui qui portait l'histoire, c'est lui qui l'incarnait, c'était à lui de répondre à la question. Et puis, à partir du moment où lui est décédé, c'est à moi, je suis en première ligne. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la demande ou pas, cette nationalité? Quelle est la question de la loyauté? Enfin, ça a soulevé énormément de questions. À quelle identité, à quelle nationalité suis-je loyal? Suis-je déloyal à ma famille républicaine si je redemande cette nationalité espagnole? Suis-je déloyal à la culture et à l'identité basque qui s'est beaucoup battue pour une autonomie, voire une indépendance, si je demande la nationalité espagnole? Donc ça a soulevé énormément de questions, mais je me décide. Je me dis, ok, j'y vais, c'est une main tendue. 90 ans après, on accueille les perdants. Sauf que je démarre les démarches, et la première étape des démarches, papier d'identité, gna, acte de naissance, blablabla, tout ce que vous pouvez imaginer, on me demande un justificatif de l'exil. Waouh, le justificatif de document attestant du passage de la frontière. Ouais, ben voilà, j'ai fait la même tête que vous, quoi. Je me suis dit, mais c'est cinglé. On est 90 ans après, j'ai aucun papier. J'ai pas de petit tampon là, en 36, en pleine guerre civile, évidemment. Aucun papier. Alors oui, on pouvait donner des papiers de l'ONU créés en 45. Rien, j'ai rien. Bon, j'ai 3 photos et une histoire. Voilà. Et ça me révolte, mais tellement, cette question, je veux dire, de cette humiliation répétée. Ah ben, bienvenue, t'as tes papiers? Donc je me suis sentie humiliée, révoltée, et donc je me dis, ben, moi j'ai une seule arme, c'est écrire. Donc je vais écrire l'histoire, j'aurai peut-être pas de papier, mais j'aurai un livre, et j'aurai surtout cette... alors ça tourne autour de ma grand-mère, Enriqueta, que j'ai très peu connue, mais c'est elle qui, ce 18 août, alors qu'elle prépare ce gâteau d'anniversaire pour un de ses fils, le frère de mon père qui a 7 ans le 18 août, elle prépare un riz au lait, on vient frapper à la porte, et on leur dit, si vous partez pas tout de suite, tout le monde est fusillé, donc pac, elle prend 4 bijoux, 2 papiers, des photos, enfin tout ce qu'elle peut. Il faut partir sans valise parce que, pour pas être arrêté. Donc tout le monde part sans rien. Et le gâteau est laissé sur la table. Donc ça, on va certainement parler de ce Oui, mais c'est cette entrée en matière parce que écrire la petite histoire d'une famille dans la grande histoire qui nous concerne tous, d'autant qu'après la guerre est arrivée, c'est une chose, mais quelles sont les modalités, c'est-à-dire comment s'y prend l'écrivain pour le faire, pour nous intéresser, parce que l'histoire, elle est là dans les livres, et en l'occurrence, la façon que Léonore a de raconter cette histoire est absolument magnifique, donc je l'ai dit plusieurs fois, l'entrée dans ce livre est, à mon sens, enfin, phénoménale, parce que c'est sans pathos. Alors, je précise, puisque je suis sans cesse en train de vanter ce début de roman, qu'il ne retombe pas. Néanmoins, on a une entrée en matière qui est magnifique parce que c'est vraiment d'un seul coup, tout le monde savait que, évidemment, la guerre était là, et puis il y avait déjà des bombardements. Néanmoins, on part maintenant, comme si là on nous disait, on part maintenant. Et quand on vous dit ça, imaginez ce qui se met en branle dans le cerveau de chacun, c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'on emmène en fait et pourquoi on part, et d'aucuns pensent qu'il vaut mieux rester parce qu'ils sont très attachés là où ils sont, donc partir c'est vraiment quelque chose de très violent. Ils n'ont pas le temps de rassembler enfin, quelques bijoux, de l'argent, enfin rien pratiquement, et on s'en va, et est-ce qu'on y croit, parce qu'après tout partir, pourquoi, parce que est-ce qu'on va vraiment mourir? Oui, on va mourir, on part. Et finalement tu décris cela sans que nous soyons dans une tragédie, parce qu'en fait on est dans l'action. On se dit, ben oui, là, il faut y aller, allons-y. Et il y a ce fameux gâteau qui est en train de cuire pour l'anniversaire d'un des 3 garçons, qui n'est pas ton père, hein, c'est un fils un peu plus grand.
et qui reste à cuire. Tu peux peut-être nous Oui. dire ce qui t'a... comment as-tu eu l'idée de ce gâteau? Non, mais c'est exactement, c'est un gâteau mythique. Et c'est intéressant aussi avec quelles histoires on se construit. Parce qu'évidemment, cette demande de l'administration espagnole, elle vient remettre en question un récit familial. C'est ça qui était très intéressant, j'ai trouvé. Parce qu'on se construit, qu'il y ait des histoires d'exil ou pas, on se construit tous et toutes avec un récit familial, raconté par une grand-mère, par des frères, par des oncles. Bon, et ça nous construit intérieurement. Mais comment on peut prouver? Qu'est-ce qui nous reste pour dire, bah si, cette maison c'était celle-là, ah bon, enfin, c'est difficile. Et là encore plus, quand il y a une guerre entre les deux, il y a des bombardements, on est mort, la maison est bombardée, enfin il reste rien, quoi. Mais ce que me raconte mon père, et qui me raconte à chaque fois, et les oncles aussi, c'est ce gâteau, parce que ce qui est beau aussi, et ce que je voulais raconter, c'est qu'il y a des grands mots, il y a l'exil, il y a la République, il y a les soulèvements, il y a l'anarchie, tout ça c'est des sortes de mots énormes, quoi. Mais en fait, l'exil, au moment où on part, c'est autre chose. C'est 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends ton manteau, on est en août, est-ce que vraiment tu prends ton manteau, on ne sait pas, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on ne revient pas, etc. Et puis il y a un gâteau laissé sur la table. Et mon père, évidemment, il a 4 ans, hein. Donc lui c'est vraiment le gâteau qui m'a. Mais le reste, ça existe à peine. Mon père, il me dit, il me raconte, le gâteau, on a laissé le gâteau sur la table. Wow, moi j'ai à peu près le même âge quand il me le raconte, donc pareil, la République, la géopolitique, je m'en fiche complètement, parce que je veux ça, mais c'est alors qui a mangé le gâteau, quoi? Du riz au lait. Le riz au lait. Non mais qui a mangé ce riz au lait? C'est-à-dire, est-ce qu'il est encore sur place? Est-ce que je pourrais y aller, moi, 80 ans après, manger le riz au lait? Est-ce que ce sont les voisins qui, une fois, j'ai élaboré des théories, beaucoup, multiples, sur ce riz au lait, qui finalement est aussi évidemment la métaphore et l'allégorie de l'exil, de ce qu'on laisse et de ce qu'on transmet. Donc, et puis mon père me disait, ben oui, alors on traverse le pont, donc le pont entre Irun et Hendaye, ça s'appelle le pont international, néanmoins il est extrêmement petit, c'est une particularité de leur exil aussi, c'est de s'être exilé en face, dans ce même Pays basque. C'est très très étrange, mais ça on y viendra peut-être. Mais mon père, l'autre chose qu'il me disait, c'est qu'il restait des confettis sur le pont de la fête du 15 août. Et que lui, son truc en traversant le pont, c'était de ramasser un maximum de confettis. Et tout ça, enfin, donc voilà, et j'imaginais, ma grand-mère, elle a 37 ans à ce moment-là, donc moi quand j'écris le bouquin, j'en ai 47, donc j'ai toujours vu une grand-mère très austère, en chignon, en noir, c'est des femmes basques, pas marrantes, hein. Mais voilà, et en fait non, c'est une jeune femme avec 3 enfants en bas âge, ses parents, ses frères, et donc c'était de remettre tout ça en perspective, chacun à son niveau de l'histoire, avec ce qui va se déployer derrière, évidemment qu'ils ne savent pas. 3 ans, ils vont rester 3 ans en Hendaye, et puis ensuite ils vont venir ici, à Dax, à Saint-Paul-et-Dax, dans les Landes où ils vont être métayers, enfin, ça va être les années de guerre vont être très très dures ici, dans les Landes. Et de revenir avec elle, près d'elle, à côté d'Enriqueta, c'était réécrire, alors là on peut revenir à Laure Murat et des réécritures de l'histoire, mais réécrire ce récit familial afin de le faire mien et aussi qu'il fasse preuve, et que finalement ce justificatif de l'exil, s'il fallait que j'en donne un, ça allait être ce marché dans tes pas. Et cette grand-mère, dont tu dis que tu en as très peu de souvenirs, les souvenirs qui te sont donnés, peut-être pas ceux qui te sont donnés, mais en tout cas on a le sentiment de quelqu'un d'un peu austère, et tu veux, quand tu dis marcher dans tes pas, c'est les pas de la grand-mère, mais te l'approprier, c'est-à-dire tu la rends charnelle, il y a quelque chose, tu intègres son corps très souvent. Et tu as choisi aussi là de changer du point de vue typographique, c'est-à-dire d'avoir un texte qui est pratiquement poétique.
en parlant d'elle comme si tu entrais dans ses styles, dans sa peau, dans son... tu te fais elle et tu la rends plus maternante, sans doute, plus douce, plus tendre qu'elle a été. Enfin, il y a ce choix qui, comme si tu voulais la dévorer, l'intégrer, la renouveler. Il y a une espèce de métamorphose qui s'opère et qui vous allie toutes les deux de façon sensuelle, comme une grand-mère qui aurait, comme une grand-mère qui aurait été présente et que tu n'as pas eu charnellement. Enfin, elle n'a pas été là. Peut-être que de toute façon, elle ne l'aurait pas été parce que c'était pas son tempérament. Mais en tout cas, tu l'as fait bouger, toi. Oui, ben, ce qui m'intéressait, c'était de nous mettre sur le même plan. C'est-à-dire en tant que femme, parce que c'est aussi un livre sur les femmes dans la guerre. C'est-à-dire, au moment où j'écris ce livre, il y a on voit beaucoup de femmes sur les routes aujourd'hui. Les femmes sont à nouveau, enfin, elles n'ont jamais cessé malheureusement. On a vu beaucoup d'exils de femmes reprendre les routes avec leurs enfants. Ce sont souvent les femmes qui partent d'abord, s'installer, les hommes suivent plus tard s'ils ne sont pas sur le front ou ailleurs. Et donc évidemment cette répétition insensée de l'histoire, de l'exil, du repli sur soi, du fascisme, tout ça, je voulais que c'est une sorte d'association de femmes entre elle et moi, cette femme des années 30, je suis une femme des années 20, et que les temporalités disparaissent. C'est une sorte d'explosion des temporalités parce qu'on est toutes les femmes. Je suis ma grand-mère, elle est Léonore, nous sommes ces femmes qui partons. Il est possible qu'un jour on vienne frapper à nos portes en nous disant il nous reste 10 minutes, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on prend, comment peuvent grandir les enfants, ces questions très très basiques. Et ça, je voulais en parler d'un point de vue contemporain, parce que les histoires se répètent et il m'a semblé que ces années 30 ressemblaient à aujourd'hui. Et donc c'est dans cet amalgame générationnel que j'ai voulu me poster, c'est-à-dire elle est mon fantôme, je suis son fantôme, et il n'y a plus de génération, je pars avec elle dans Irun qui va être bombardée, elle est avec moi aujourd'hui dans mon questionnement, et je pense de toute manière que nous portons les histoires de nos parents, de nos grands-parents, et que nos descendants vont nous porter de la même manière, et qu'en tant qu'écrivaine aussi, le travail que je fais, c'est que je suis porte-voix de quelque chose de cet ordre-là. Donc dans ce livre, de manière plus frontale peut-être que dans les livres de fiction, parce que j'apparais dans le livre, il y a ma grand-mère, les prénoms sont laissés, je parle de mon père, mais il y a cette notion-là du pouvoir de la littérature à exploser les temporalités et à universaliser les histoires et les histoires et l'histoire, dans les deux sens. Et il y a... on est presque dans les thèmes homériques à chaque fois que tu parles de ton père Félix, donc, parce que tu associes, tu dis ton trésor, mon père, en parlant à la grand-mère, donc Enriqueta, à chaque fois qu'il est question de Félix petit, ton trésor, mon père. Systématiquement, comme quelque chose, était-il vraiment son trésor, cet enfant, comment était-elle? En tout cas, cette réappropriation, je la lis aussi, enfin cette réappropriation, cette métamorphose presque de la grand-mère, je la lis aussi à travers ça, ce père qui est devenu le trésor de ta grand-mère. Ça c'est très joli et c'est systématique. C'est Parce que c'est plus petit aussi, il a 4 ans, donc vous pouvez imaginer qu'il est accroché à ses jupes. Oui, c'est ce qu'il me racontait un peu, et puis je pense que dans la difficulté de ces épisodes qui finalement pour ces Espagnols qui s'exile au tout début de l'an 36, enfin, l'épisode 36-45, il est quand même très très long. Donc, mon père, il part à 14 ans, puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à 4 ans, il va avoir 13-14 ans. Donc c'est vraiment toute son enfance belliqueuse. Enfin, c'est quand même des moments d'histoire comme ça qui sont très durs. Et ils sont... donc, l'exil, c'est le déclassement, c'est... Et
Et dans la ferme qu'ils avaient à Saint-Paul-et-Dax, bon, ils étaient dans un dénuement extrême, mais ils étaient là tous ensemble. Et il y avait quand même cette question de l'amour qui avait traversé la frontière et qui était finalement ce qui les unissait et certainement l'essentiel de ce qu'ils avaient gardé et réussi à garder. C'était ce lien familial, une famille extrêmement soudée d'un clan qui s'exile. Et donc, oui, mon père, il était très attaché à sa mère et je pense que même si cette femme avait une forme d'austérité quand je suis petite, elle a déjà 80 ans, donc une forme d'austérité aussi, c'est une famille basque, catholique, voilà, une famille assez traditionnelle, donc ma grand-mère, elle est veuve à 50 ans, elle va s'habiller en noir, elle va avoir un chignon, et voilà, c'est cette femme-là que je rencontre, qui, et ça je voudrais le dire, qui parle basque avec mon père. Ça, c'est une partie de l'étrangeté en plus de cette grand-mère, c'est que dans cette famille des enfants, mon père parlait basque avec sa mère et ses parents, et son père, mais il parlait espagnol avec ses oncles. Et quand les trois petits arrivent à Hendaye et qu'ils vont être scolarisés à Hendaye, c'est ça qui est formidable aussi, c'est que les enfants sont aussitôt scolarisés. Les trois frères vont apprendre le français tout de suite et vont parler français entre eux. Donc il y a une sorte de trilinguisme dans la famille qui a complètement traumatisé mon père, qui donc ne m'a pas transmis aucune des langues, ni le basque, ni l'espagnol. Mais quand j'allais... Et alors autant l'espagnol... c'est une langue, on va dire, familière, même si on ne la comprend pas. Le basque, comme vous le savez, est extrêmement compliqué, ne ressemble à rien d'autre que ce que l'on connaît. Et donc, quand j'allais avec mon père voir sa mère, tout d'un coup, mon père se mettait à parler cette langue très étrange, que je ne comprenais absolument pas, et qui rajoutait à l'étrangeté de cette grand-mère et de ce lien et de cet exil. Et donc je pense qu'il a favorisé certainement aussi le fantasme familial, l'imaginaire de l'enfant que j'étais, mais qui mettait une sorte d'immense distance entre cette histoire-là et moi, puisqu'elle m'échappait, puisque je ne comprenais rien. Et mon père n'avait pas d'amis basques à Paris, ou ne s'est pas rapproché de la communauté basque parisienne. Donc en fait, le seul moment où il parlait cette langue, où je l'entendais parler cette langue, c'était avec sa mère. Donc c'est une manière aussi de... Je pense que ce lien que j'essaye de faire avec elle, la manière de me rapprocher d'elle, de la comprendre, c'est vraiment au sens très large du terme, c'est-à-dire aussi bien son intellect, sa langue, que la femme qu'elle était. Et puis il y a une drôle puisqu'on parle du basque là, il y a une drôle d'autonomie du Pays basque, parce que finalement il y a la France, il y a l'Espagne, le Pays basque qui n'est pas le même, mais en même temps le même, et on a l'impression qu'en soi cette langue c'est déjà être autonome. Et ne pas être le même, alors qu'on n'appartient pas au même pays, on est encore un pays en soi, oui. Avec aussi ce dont tu parles, que peut-être aussi avoir le basque, cette histoire de... Oui, oui, alors c'est vrai que c'est une sorte de poupée russe, parce qu'en dessous de la question de l'exil espagnol se pose la question de l'identité basque. Et je pense qu'à la fois pour eux, de passer d'Irun à Hendaye, c'était rester dans le Pays basque, et donc de pouvoir continuer à parler leur langue, de pouvoir échanger avec les Français en basque, pour les locuteurs basques d'Hendaye et de la région. Mais néanmoins, il y avait une interdiction de territoire. C'est-à-dire, bon, ils étaient certes dans ce Pays basque, mais il y avait toute une zone, toute la zone sud, qui leur était interdite. Et c'est vrai qu'en retournant sur place, parce que quand j'ai écrit le livre, je suis retournée, bon, je suis évidemment allée dans le Hendaye, mais là j'y suis retournée, et j'ai essayé de me figurer cet exil de ma grand-mère qui va rester quand même 3 ans en Hendaye et qui voit tous les jours depuis la plage sa ville, quoi. C'est un exil très étrange, parce que souvent on part loin,
on laisse un pays avec une sorte d'image comme ça de paradis perdu, et on s'en souvient avec une nostalgie et une mélancolie, mais là c'est comme si on est sur la rive d'en face, on ne peut plus y aller, et elle voyait petit à petit, bon, il y a eu cet immense incendie quelques semaines après leur départ, mais elle a vu, donc je l'ai imaginé, médusée et comme aimantée par cette plage où elle allait quotidiennement voir ce qui se passait en face. Mais ça, je pense que tout ce pan-là a complètement échappé à mon père qui était enfant, et évidemment on tente aussi de protéger ses enfants, mais je pense qu'elle, femme, avec les voisins, avec les rues, enfin, je me suis imaginé qu'elle avait cette topographie de la ville dans sa tête, et que bon, les quartiers disparaissant petit à petit, les gens, où sont-ils, que font-ils, la boulangère, la voisine, et donc je me suis demandé en effet. D'ailleurs, il fallait sauter une génération un peu, non pas que ton père ne soit pas imprégné par ça, mais et tu vas sur la plage avec ta grand-mère, enfin là, c'est hallucinant. Tu t'imagines sur la plage avec elle, à voir ce qui se passe en face, et on a l'impression qu'effectivement, il faut ce temps-là. D'ailleurs, il y avait une question à laquelle tu ne pourras pas répondre, parce que tu la poses, mais tu n'y réponds pas. Il est des questions que nous nous posons tout le temps. À chaque génération, elles sont énoncées. Peut-être que les corps vivants sont là pour ça, uniquement pour ça, être l'incarnation d'une question à perpétuer. Je suis là, à Irun, avec toi, pour que tu me la transmettes. C'est de toi à moi, dans le secret de cet amour inconnu, que tu me tends la question et que je la prends dans ta paume grande ouverte. Et quelle est la question? C'est la question de la transmission, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui est transmis dans les familles, comment on s'approprie, justement, parce que là, c'est la beauté de cette démarche, et la première difficulté de ce justificatif, ça a été aussi que finalement, j'ai été obligée de me reposer la question, de retracer un chemin familial. Je pense qu'on a tous, dans les familles, de toute manière, des chemins différents, et que les souvenirs qu'on nous donne, les souvenirs d'un événement familial sont tous différents pour chacun des protagonistes. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que la mémoire, évidemment, pour chaque événement diffère de l'un à l'autre, mais que moi, j'ai eu la possibilité, avec ce livre, de retourner en arrière et d'être avec elle, et justement la question de la transmission, et aussi de ce que je transmets moi à mon fils, puisque ce livre lui est dédié. Il a 19 ans aujourd'hui, il a suivi tout ce cheminement, de toute cette démarche, ce questionnement identitaire qui le traversera à un certain moment, certainement aussi. Donc, mais ça, je pense qu'on le sait, hein, on est de génération en génération. C'est comme si enfin, moi j'ai cette idée-là qu'on nous transmet des sortes de cartons de déménagement. Tiens, paf. Est-ce que tu ouvres le carton? Qu'est-ce que tu sors du carton? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, ça je vais le laisser en fait. Et voilà, hop, et ça passe comme ça, tu vois. Et là, c'est des questions différentes, c'est des questions en plus, parce qu'il y a un déracinement, pas si loin, il y a une question de rupture de langue, et puis il y a un pays, quand même, très longtemps après, mais néanmoins, qui ouvre ses portes. Et on imagine aussi, alors évidemment, moi en tant qu'Européenne, Française, le symbole, j'ai récupéré la nationalité espagnole, vous pouvez quand même lire le livre. Mais je l'ai récupéré, parce que le livre est aussi au gré de ses démarches, et de ses pas. En écrivant le livre, si je vais la récupérer, je l'ai. Et donc, symboliquement et intérieurement, ça a beaucoup de sens pour moi d'avoir récupéré, d'être binationale. Mais on imagine, pour toutes les diasporas qui ont émigré dans des pays étrangers, non européens, ce que ça peut représenter aussi pour les Chiliens, les Argentins, d'avoir la nationalité espagnole et de pouvoir venir s'installer et travailler sur le territoire européen ou espagnol. Donc, voilà, il y a toutes ces questions-là qui traversent le livre et qui sont, dans le fond, d'où est-ce que je viens, qui suis-je, qui sont des questions qu'on a toutes et tous, récurrentes dans la vie,
à des moments peut-être particuliers où on a besoin de se resituer. Et moi, j'avais besoin de me resituer d'un point de vue intime et aussi d'un point de vue politique. Aujourd'hui, où on voit tout ce repli à nouveau sur soi des pays, toute cette inquiétude qu'il y a de l'autre, et que quand je vois que juste la génération d'avant mon père, ils sont arrivés ici, ils ont été accueillis, on s'est adapté. Enfin, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut se replier sur soi à nouveau? Comment est-ce qu'on peut fermer ses portes et ne pas accueillir les étrangers? Comment est-ce possible qu'encore il y ait tant de femmes et d'enfants sur les routes qui s'exilent? Enfin, une sorte de... Bon, donc il y a un moment où aussi il a fallu que je me situe dans cette histoire républicaine et de m'engager aujourd'hui dans une conscience politique de ce que ça représente aussi dans une famille, quand des idées politiques font que on perd son pays et on perd sa nationalité. Et il y a quelque chose de fulgurant ce qui s'est passé cette nuit-là, parce que il y a ta famille, il y a le petit Félix dont tu dis, d'un seul coup, il va devenir un personnage de mon roman, ça c'est la petite, voilà, ça c'est bien fait, c'est drôle, enfin, étonnant, oui, d'un seul coup il est un personnage alors que c'est ton père. Et cette nuit-là, il y a Garcia Lorca qui est mort. Enfin, ça, pour le coup, nous, on le sait davantage parce que grand écrivain, il était très jeune, 40 ans à peine. Et ça nous concerne tous parce qu'on le connaît à travers son œuvre. Et puis, il y a aussi, enfin, moi, je m'imaginais, on a Irun qui est en feu. Et de l'autre côté, depuis la France, on regarde, il y a la Shoah à traverser et il y a un pays en guerre. Et nous, on n'est pas en guerre, enfin on va l'être, mais bon, un peu plus tard. Et c'est fou, quoi, ce truc de se dire, mais de l'autre côté, ils sont en guerre, mais pourquoi? Enfin, c'est tellement incroyable. Oui, oui, mais ce qui est intéressant dans la guerre d'Espagne, c'est que c'est quand même la répétition générale de ce qui va venir. Parce que nous, on regarde et on décide de ne pas intervenir, la non-intervention. Mais qui intervient en Espagne? Hitler et Mussolini. Ça, il faut quand même le dire. C'est que dès 1936, qui bombarde Irun? Ce sont les Junker 52 d'Hitler. Qui vient soutenir Franco dans ce coup d'État? C'est Mussolini. Donc il y a des États qui s'engagent, les États fascistes qui s'engagent en Espagne, et la non-intervention de la France qui, pour toutes les raisons, pour X raisons on va dire, préfère rester pacifiste. Donc il y a quand même ce qui se joue dans la guerre d'Espagne, c'est ce qui va se jouer après dans la Seconde Guerre mondiale, avec aussi des mouvements extraordinaires qui sont les brigades internationales, parce que ça aussi je voulais en parler, c'est-à-dire quand même une sorte de sursaut républicain formidable dans toute l'Europe, avec 70% de Français qui vont se dire non, enfin, on y va. Les gars, on va aider la République, la très jeune République espagnole. Donc je voulais aussi dire la complexité, les mouvements sont toujours mélangés de ce qui se joue dans cette guerre civile, guerre d'Espagne, et qui, évidemment, avec le recul qu'on a aujourd'hui, on le saisit, et qui était moins clair. Je veux revenir aussi un instant sur l'assassinat de Garcia Lorca, parce que ça nous concerne tous. Pourquoi? Évidemment, parce qu'on le connaît, parce que c'est un très grand poète et dramaturge, mais ça nous concerne tous, parce que qui est assassiné en premier quand il y a un coup d'État? C'est le poète. Qui est assassiné en premier quand le fascisme s'installe? C'est la liberté d'expression, c'est un homosexuel. Et ça, il me paraissait très important de le rappeler. Voilà. Et aussi, pourquoi? Parce que mon père associait ce départ, quand il me racontait le riolet, les confettis, et il me disait, et aussi, cette nuit-là, puisque ça va être à l'aube du 19 août, que sur un sentier d'Andalousie, Garcia Lorca, avec un maître d'école et un torero, va être assassiné. Donc, ce sont des choses, c'est-à-dire, il y a évidemment l'histoire intime d'une famille qui est une histoire banale,
universelle qui est celle de nous toutes et tous. Il y a la vie d'un homme, García Lorca, qui est un homme comme les autres et qui va devenir évidemment un symbole. Mais voilà, les mécanismes en place sont toujours les mêmes et il est bon de se les rappeler parce qu'on oublie. Et l'écrire et rendre hommage à Lorca, c'est hommage à l'immense poète et la source d'inspiration qu'il peut être, mais aussi à l'homme et à l'incarnation de la liberté.